Je vais donc accueillir notre prochaine invitée. Elle est excellente, c'est toujours formidable de parler avec elle. C'est une critique des médias redoutable. Sana Saïd, bon retour dans The Katie Halper Show. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir, bien sûr. Oui, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et j'ai été très enthousiaste quand quelqu'un m'a dit que vous faisiez cette série avec l'excellent Mondoways, qui est un très bon média d'information en ligne. Et c'est l'un des, comme j'aime toujours le rappeler et le souligner à leur crédit, à peu près 3 médias basés aux États-Unis ou ayant une vraie présence aux États-Unis, qui ont réellement couvert les contestations du canular des viols de masse du 7 octobre. Il y avait donc Mondoways, Electronic Intifada et The Grey Zone. Alors, pour que les gens comprennent bien ce qui se passe. Cette semaine, malgré le vote contre de la plupart des démocrates à la Chambre des représentants, la loi d'autorisation de la défense nationale a été adoptée. Elle va maintenant être soumise au vote du Sénat, avec la section 219, qui renforce encore certains aspects des partenariats et de la coopération entre les États-Unis et Israël dans les technologies de défense. Mais vous avez réalisé une très bonne vidéo, je trouve, qui apporte un contexte important, non seulement sur ce projet de loi précis, mais aussi sur la relation entre les États-Unis et Israël. Alors regardons cette vidéo. Le Congrès vient de voter l'élargissement de la coopération en matière de technologie militaire entre les États-Unis et Israël. Beaucoup de gens paniquent à ce sujet parce que, comment ça, l'armée américaine est intégrée à l'armée israélienne? Ça renforce vraiment l'idée qu'Israël a pris le contrôle du pays et du gouvernement. Mais en réalité, cette information n'est que la dernière évolution d'une relation militaire qui se renforce depuis des décennies. Pendant la guerre froide, les États-Unis ne voyaient pas Israël comme un allié. Ils le considéraient de plus en plus comme un atout stratégique. C'était un État qui pouvait aider à projeter et à protéger la puissance et l'influence américaine au Moyen-Orient, sans que les États-Unis aient à intervenir directement eux-mêmes. En 1981, cette relation a été formalisée par un accord de coopération stratégique entre les États-Unis et Israël. Il était explicitement présenté, là encore, comme un moyen de dissuader l'influence soviétique dans la région. Cet accord prévoyait des exercices militaires conjoints, une préparation conjointe, de la recherche et du développement, ainsi que des échanges dans le domaine de la défense. Puis est venue la défense antimissile. Dans le cadre de l'initiative de défense stratégique de Reagan, les États-Unis et Israël ont commencé à développer ensemble le système antimissile balistique Arrow. C'est l'un des exemples les plus clairs de la manière dont la technologie militaire israélienne s'est retrouvée intégrée à toute l'infrastructure de défense américaine. Donc, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le début de l'intégration militaire. C'est simplement la phase suivante. Oui, le vocabulaire a changé, bien sûr. L'évolution des technologies entraîne une évolution du langage. Aujourd'hui, on parle d'IA, de robotique, de technologies émergentes, de coproduction, de start-up de la défense, de filières d'approvisionnement. Mais au fond, c'est la même relation. Parce qu'Israël n'a jamais été seulement un pays qui achète des armes aux États-Unis, c'est un laboratoire militaire. C'est un partenaire technologique au sein de toute l'infrastructure de violence et de puissance américaine. Et c'est ça, l'histoire. Ce n'est pas que les armées américaines et israéliennes se sont soudainement intégrées du jour au lendemain. C'est que le Congrès essaye de rendre une relation vieille de plusieurs décennies encore plus difficile à séparer et à démanteler. C'est une excellente vidéo, merci de l'avoir faite. Développer ces idées. Je veux dire, avant même d'entrer dans les détails de ce projet de loi, il y a déjà cette idée d'Israël comme un atout et non comme un allié. Je pense que vous abordez tellement de points importants ici. Alors,
Oui, merci beaucoup d'avoir également montré cette vidéo. C'est intéressant parce que je comprends en quelque sorte ce qui motive cette réaction et la peur qu'elle suscite. Et puis, bien sûr, je pense aussi à l'indignation légitime face à cette idée que ces deux armées seraient fusionnées. Je pense que pour beaucoup d'Américains que cela inquiète, les points de vue peuvent être différents, mais la préoccupation est la suivante. On a vu ce que l'armée israélienne a fait à Gaza, en particulier ces 3 dernières années. Bien sûr, pas exclusivement. Et la question, c'est comment notre armée pourrait-elle être intégrée à quelque chose comme ça? Il y a aussi cette idée, oh, les Israéliens espionnent tout le monde, et si nous utilisons leur technologie, ils vont s'en servir pour nous espionner, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et je pense que ce sont là, bien sûr, des préoccupations tout à fait légitimes, absolument, pour toute personne qui s'intéresse à l'intégration de son pays ou qui le voit se fondre dans une autre armée. Le point essentiel, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans cette très courte vidéo, elle durait environ 2 minutes, ainsi que dans la série sur laquelle je travaille avec Monde Weiss et dont je serai également ravie de parler, c'est qu'il ne faut pas voir cela comme une fusion qui se ferait du jour au lendemain. Et je pense que même le terme de fusion n'est pas du tout exact, car il s'agit en réalité d'une intégration accrue des secteurs américains et israéliens, des technologies de défense, des circuits d'acquisition, des systèmes de recherche et développement, et tout simplement de la planification opérationnelle. C'est une intégration plus poussée de tout cela. Mais de telle manière que, comme il y a dit la vidéo, c'est difficile de maintenir ces séparés ensemble. Donc, ce n'est pas nouveau. Ces armées ne fusionnent pas. Elles sont simplement davantage intégrées. Et si l'on regarde les relations entre les États-Unis et Israël, en particulier depuis les années 50, on voit que c'est l'aboutissement, pas vraiment l'aboutissement, c'est plutôt la prochaine étape, tout à fait naturelle, de ce qu'a été cette relation depuis déjà 60-70 ans. Et je pense que c'est important. Encore une fois, cela ne balaie pas ni ne minimise les préoccupations tout à fait légitimes de tant de personnes. Mais pour mieux pouvoir faire face à ce qui se passe et à ce que cela signifie, nous devons évidemment examiner et comprendre le contexte historique de cette relation et plus précisément de cette relation militaire. Voilà. Oui, parce que l'un des problèmes quand on parle de fusion, c'est que ça laisse entendre qu'ils sont aujourd'hui séparés et qu'ils ne sont pas déjà intégrés. Et ça continue en quelque sorte à entretenir ce récit selon lequel, voilà, c'est Israël qui contrôle les États-Unis ou les Israéliens qui prennent le contrôle de notre pays. Et je pense que là encore, il y a un débat à avoir, et il a absolument lieu, sur l'influence excessive, vous savez, pro-israélienne dans la politique américaine, surtout intérieure, mais aussi et particulièrement en politique étrangère. C'est absolument un débat qui doit continuer et quelque chose contre quoi nous devons continuer à lutter. Mais ce que ça fait aussi, c'est que ça exonère de fait les États-Unis de leur rôle dans tout ça. On ne peut pas se targuer d'avoir l'armée la plus puissante. Enfin, j'imagine que l'Iran ne serait pas d'accord. Mais on ne peut pas prétendre avoir l'armée la plus puissante du monde, le plus grand empire du monde. Et nous avons bien l'empire le plus étendu, le plus puissant du monde, puis soudain dire qu'il se fait exploiter par ce qui est, de fait, et a été, vous savez, sa petite colonie. Oui, exactement. Et il y a une chose que je déteste, j'en parle tout le temps, c'est quand j'invite des gens avec qui je suis d'accord. Il y a, par exemple, des partisans de America First, et je suis d'accord avec eux sur certains points. Je ne sais pas s'ils se définissent eux-mêmes comme des chrétiens américains, mais certains conservateurs
avec qui je suis d'accord sur le fait que des bébés palestiniens ne devraient pas être réduits en morceaux par des bombes, d'accord? Ils sont à juste titre écœurés par ça. Ils prennent la parole, ils ont des ennuis ou peu importe, mais ils disent ce n'est pas ce que nous sommes. Et moi, je réponds toujours non, c'est exactement ce que nous sommes. Ce n'est pas une aberration. Je veux dire, je pense qu'on voit aujourd'hui une forme de sadisme documenté qu'on ne voyait pas à ce niveau-là. Enfin, Abu Ghraib, c'est là, mais c'était censé rester caché, non? Donc il y a quelque chose d'uniquement exhibitionniste.